Bienvenue sur Nuances et Sciences, le podcast qui explore les médecines alternatives et complémentaires avec un regard nuancé, expérimental et scientifique. J'accueille aujourd'hui Gregor Osbold, une personne très inspirante pour moi, qui est entrepreneur en développement personnel et surtout est le 26e Français à avoir réalisé la traversée de la Manche. Pendant cet épisode, tu vas apprendre comment il s'est préparé à ce défi très ambitieux. Et tu vas surtout prendre conscience de l'intérêt de la préparation mentale, bien au-delà de la préparation du corps humain, comme on pourrait le penser. Merci Gregor Osbold d'avoir accepté à participer sur ce podcast. Pour commencer, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Gregor Osbold, j'ai 39 ans et en fait, moi j'ai un amour fondamental pour la vie et surtout pour me lancer des défis, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, je suis coach avec des entrepreneurs. Moi, je les aide à passer des étapes supérieures. On a tous des blocages, on va dire, psychologiques qui peuvent venir et ça vient d'un truc que j'aime profondément, c'est que j'adore entendre mes clients dire: «Je l'ai fait». J'ai réussi à aller à des niveaux supérieurs, j'ai réussi à monter la boîte au niveau dans lequel je veux, j'ai réussi, à gagner le championnat qui m'intéressait et donc pour aider quelqu'un à le faire, moi aussi je fais des choses qui me bottent, qui m'intéressent et qui me font peur. Voilà. Alors tout à fait, moi également j'aime bien me lancer des défis. Pourquoi? Je pense personnellement plutôt en termes de défis sportifs, parce que j'aime bien me remettre un petit peu dans cet état ancestral de survie, en quelque sorte, de faire quelque chose où on n'a plus rien à penser. On est tellement dans l'effort qu'on pense plus à rien, qu'on est à fond dans l'effort physique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu te poses des défis? Moi j'aime profondément, tu as parlé d'état ancestral, c'est des états, physiques dont on a tendance à en oublier, l'essence même parce qu'on est dans un monde très confortable. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans les défis, on l'a pas encore posé, mais parmi l'un de ceux que j'ai réalisé en 2019, qui est celui de faire la traversée de la Manche à la nage, moi, l'intérêt, c'est d'aller me confronter au froid, c'est d'aller me confronter à ma peur, de briller, c'est d'aller me confronter, physiologiquement à comment mon corps va réagir dans ces moments-là et je suis allé jusqu'à faire, de la natation en eau glacée après. Ouais, c'est un moment donné où tu peux pas mentir. Tu peux être devant des caméras et faire le malin, mais en fait, quand tu es tout seul face à ton lac et qu'il fait froid et que tu es dans les températures très basses, en fait, le sujet, c'est comment tu vas réagir physiologiquement et comment mentalement tu vas réagir. Et je trouve que c'est des états, qu'on peut appeler états modifiés de conscience qui sont aussi intéressants, à aller vivre et je le vis aussi par plein d'autres choses, par la respiration, par les marches très, très longues, par la boxe. Par, plus intellectuellement, par la lecture. En fait, il y a plein de manières de changer son état de conscience et c'est vrai que c'est une manière de le faire, que j'aime beaucoup par, le bouger, par, le physique. Voilà. C'est tout à fait peut-être cette, pluralité des états de conscience qui est assez enrichissant à explorer. On va parler un peu de la traversée de la Manche, qui est un défi assez impressionnant que tu as réalisé. Qu'est-ce qui, selon toi, était le plus difficile dans cet objectif? Est-ce que c'est la distance? On a à peu près, une cinquantaine de kilomètres entre les 2 berges, mais bien sûr avec le courant, ce parcours s'allonge. Ou bien est-ce que c'est plutôt l'exposition au froid qui est la plus compliquée? Le le, mmh, pour l'explication et ceux qui ne connaissent pas, la traversée de la Manche, c'est rejoindre l'Angleterre, à la France avec 33,7 kilomètres de côte à côte pour la version la plus courte et comme tu l'as bien dit, ça monte jusqu'à 50 kilomètres parce que, on a des courants, il y en a qui sont montés jusqu'à plus de 60 kilomètres. C'est considéré comme l'Everest de la natation, eau libre en termes de traversée pour, plusieurs raisons. La première c'est les courants, la deuxième c'est le froid, et la troisième c'est l'affrontement d'un lieu qui est plutôt hostile, à un être humain, de manière générale. Et donc, c'est en fait, c'est l l'empilement de tout ça, qui fait la difficulté. Par exemple, moi, j'ai démarré à 2 heures du matin en nuit noire et il y avait entre 1,20 m et 1,50 m de vagues, donc et je l'ai pris pendant 6 heures et donc pour un nageur d'eau libre, ça fait partie du deal, mais en fait, il faut être capable de nager dans ces typologies d'eau-là avec une eau à 15 degrés pendant, les 6 premières heures où on ne voit pas à 2 mètres
Et ça, c'est un travail d'équilibriste, de gestion de sa peur. Alors pour les thalassophobes, c'est d'avoir peur de ce qu'il y a au fond. J'en fais pas partie, mais j'ai bien d'autres peurs qui sont venues à ce moment donné-là. Mais c'est vraiment un jeu d'équilibriste de jouer avec ça de manière quasi constante. Donc c'est ça la beauté de la traversée, c'est à plein de moments d'arriver à aller jouer avec cette peur et avec le plaisir aussi, parce que c'est quand même un véritable plaisir pour moi à l'époque de pouvoir réaliser ça. Alors, faut quand même rappeler que cette traversée, tu l'as faite sans combinaison. Ouais, Et que 15 degrés, dit comme ça a l'air anodin parce qu'on pense à la température ambiante, mais 15 degrés dans l'eau, c'est pas du tout la même chose. complètement. Euh, pour le coup, j'ai essayé de le faire il y a 2 semaines. J'étais chez mon père, il habite sur la côte, et j'ai fait un petit essai de nager juste 30 minutes dans cette eau qui est déjà actuellement aux alentours de 15 degrés, un peu plus, entre 15 et 20 degrés. Et après ces 30 minutes, c'était difficile. Une grosse réaction de tremblement. Comment donc est-ce qu'il est possible de traverser la Manche, de nager pendant plus de 10 heures dans cette eau glacée? Déjà bravo, parce que rester une trentaine de minutes dans ce type d'eau, c'est pas anecdotique et à la portée de tout le monde. Le sujet, il est, ouais, multifactoriel. Le premier, c'est la physiologie sur la préparation de la traversée, elle vient sur 2 choses. C'est un entraînement d'ultra-distance, donc être capable de tenir un certain temps dans l'eau. Pour moi, ça m'a pris 14 heures et 1 minute pour faire, toute cette partie de traversée. Donc on va rester dans une eau, qui est en moyenne à 16 degrés et qui descend à des plaques à 10 et qui va remonter à des plaques à 20. Ça va dépendre de la journée, de la température, de ce qui se passe autour puisqu'on est climato-dépendant. Et bah, faut faire ce dont pourquoi, le corps est fait. C'est-à-dire que, bah, j'ai dû prendre 10 kilos de graisse, pour faire ce dont pourquoi, la graisse est faite. C'est-à-dire isoler, le corps et lui permettre de garder et de maintenir en température. Je pense que, Gauthier, tu es plus à même que moi, d'expliquer ce qui se passe et notamment sur les sujets de graisse brune et de graisse blanche, qui sont 2 typologies de graisse différentes avec des propriétés différentes, avec, j'allais dire le corps va l'adapter d'une manière complètement différente. Donc ça, c'est vraiment un premier sujet. Moi, mon objectif, il était de trouver un rapport poids-puissance entre traîner mes 100 kilos, mais avoir suffisamment de graisse pour vraiment isoler mon corps. Et donc je l'ai fait, pour bien expliquer, je l'ai fait en version classique. Donc ça veut dire que j'avais un maillot de bain, plutôt même un boxer de bain pour les puristes, un bonnet, plus une petite paire de lunettes. En gros, mon matos, pour tous mes amis triathlètes et autres, mon matos m'a coûté moins de 20 euros. Et c'est ça que j'adore, c'est que en fait, tu es dans la pureté, dans la brutalité même du sport. Ça et c'est ça que je trouve intéressant. Par contre, j'ai mis un petit peu plus d'argent puisqu'on a le droit aussi, de mettre ce qu'on appelle, un mix de vaseline et de lanoline sur le corps. Si vous regardez des nageurs d'ultra distance, il y en a beaucoup, il y en a même qui mettent une espèce de crème blanche. Moi, je fais pas partie de cette équipe-là, mais moi, c'était un mix de vaseline et de lanoline qu'on va aller mettre sur le corps pour reboucher les pores de la peau et pour pouvoir maintenir, la chaleur, ce que fait excellemment bien le bonnet, mais ce que fait aussi, cette fameuse crème-là ou cette fameuse mixture-là, mais elle ne protège pas du froid, elle permet juste d'éviter trop d'éperdition et aussi qu'on transpire trop. Et le deuxième effet, hein, c'est qu'on va mettre à peu près plus de 60 000 coups de bras, 60 000 coups de tête, à gauche ou à droite. Moi, je ne respire qu'à droite. Bah, ça veut dire que quand on prend un peu de graisse, bah, il y a des plis qui se créent dans la peau et le sel plus peau, avec la friction, bah, ça peut créer assez rapidement des blessures. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment adapter son corps à l'environnement dans lequel on va aller. Et ensuite, il y a une partie beaucoup plus psychologique. Tu vois, tu as dit que tu étais resté à peu près une trentaine de minutes, c'est ça, hein? On est d'accord? Sur cette trentaine de minutes, le vrai sujet, c'est que on est
dans une structure et moi le premier dans une société où aujourd'hui le froid ne fait plus vraiment partie de notre environnement. C'est-à-dire qu'on a tendance à se couvrir très, très vite et donc à la moindre petite baisse de température, hein, tu le vois, moi j'habite à Paris, il y a eu une baisse de température très rapide. À Lille, c'est pareil. Enfin, ça drop très vite et donc on sort très vite nos vêtements chauds. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que en fait, on a habitué notre cerveau et notre mental à tout de suite se couvrir à partir du moment donné où il y avait du froid. Avoir froid n'est pas un problème. Avoir froid, ça fait partie, de qui nous sommes en tant qu'être humain et c'est-à-dire, c'est juste un rapport d'une pression externe et notre corps réagit à ce mécanisme-là. Et donc, ça va être aussi d'essayer de comprendre, et moi, c'est ce que je suis allé chercher en profondeur. C'était après m'être isolé et physiologiquement, il était aussi de comprendre bah, l'histoire que je me racontais autour du froid. Et ça, c'est vraiment tout un travail de préparation mentale parce que comme bah, mentalement, on est extrêmement relié à la physiologie, c'est que si on rentre dans l'eau avant 14 heures de natation et qu'on touche l'eau et qu'on se demande si elle est chaude ou elle est froide, et si la réponse est elle est froide, ça, on va passer un très mauvais moment. Et donc, c'est de changer la logorée qu'on peut avoir dans notre manière de se parler entre nous et nous-mêmes et la pression externe, là notamment, qui était celle du froid. Et donc, pour ça, j'ai habitué mon corps et j'ai habitué mon esprit à vivre le froid et à apprécier le froid à sa juste valeur. Ça veut dire que quand je sortais d'un bain glacé, je ne me couvre pas tout de suite pour habituer mon esprit à dire regarde, tu as froid, c'est normal. Sèche-toi, mais tu peux continuer à vivre quoi qu'il arrive parce que le tremblement fait partie du deal et que surtout, à un moment donné, tu vas retrouver de la chaleur tout en, tu vois, en changeant un tout petit peu les différentes phrases qu'on va aller se dire de manière générale. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça. Mmh. Et moi, j'ai un atavisme familial qui fait que j'ai une partie de ma famille qui vient des pays de l'Est. Et donc, l'atavisme là-dessus est quand même assez cool. C'est que comme on vient des pays de l'Est, on a tendance à être moins frileux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Là, Gauthier, je vais te laisser faire des recherches. Mais cependant, on a quand même un atavisme familial qui est que le fait d'être une partie russe, une partie X ou une partie Y, alors pas russe, c'est plutôt polonaise, biélorusse, avec un mix de la guerre et la Slovénie pour mon grand-père, et bah, tu vois, tout ce mécanisme-là fait que, en fait, bah, il paraît que les Slaves ont une capacité plus grande à gérer le froid. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je ne sais pas. Mais cependant, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et plus ton histoire va dans le sens de l'objectif dans lequel tu vas, et plus tu transformes ton histoire, et plus ça a de l'impact. Et donc, c'est de vivre au quotidien avec ça. Et la troisième partie pour moi, c'était de vivre avec ça au quotidien. C'est-à-dire que quand il faisait froid, je sortais en chemise. Ça veut dire que je n'étais pas en lutte contre le froid, parce que c'est souvent ce qu'on se dit, je lutte contre le froid, j'essaye de ne pas avoir froid. Si tu luttes contre le froid, tu ne gagneras jamais contre la nature. Tu ne gagneras jamais. Par contre, si le froid fait partie, et c'est moi tout mon travail a été que le froid fait partie de mon aventure, et donc je dois apprendre à gérer les moments donnés où c'est beaucoup plus compliqué, où j'ai envie de me recouvrir, et surtout bah, de montrer à mon corps et d'apprendre à mon corps et à mon esprit que je vais m'en sortir et que je trouverai le moyen de me réchauffer, ou que je trouverai le moyen que c'est qu'une passade. Et donc ça a tout été un travail où les gens, où mes potes me détestaient parce que je sortais constamment tout le temps, sans blouson, l'hiver, quoi qu'il arrive. Voilà. Mes potes canadiens diraient, mais en fait, Grégor, tu te fous de ma gueule, c'est rien. Mais pour moi qui vivais en France et à Lyon à l'époque, c'était ça. Et donc, ça veut dire que à la fin de mes entraînements, je cherchais pas à me couvrir tout de suite. C'est que ça n'est pas juste je me mets dans le froid, je me mets dans le chaud. C'est le froid est là, il fait partie du deal, je me sèche, je continue à me promener parce que je viens de faire un gros entraînement et j'apprends à gérer ça et à m'envoyer des signaux en disant que tout va bien et que ça va bien se passer. Et donc le 30 minutes s'est transformé en 2 heures et le 2 heures s'est transformé en 6 et le 6 s'est transformé en 14. Et ça va beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus exponentielle que tu le crois. C'est juste qu'il faut arriver à passer la première étape et vraiment arriver à se parler continuellement, parce que, le froid a tendance à créer, on va dire, ce qu'on appelle dans mon jargon
des ancrages où tu as eu froid un jour, aux mains ou quelque part et tu dis: «Tiens, je veux plus jamais ressentir cette douleur, elle est atroce, elle est horrible, elle est vraiment horrible». Je vis pas dans le pôle Nord, donc en fait, avant que ma douleur au froid soit atroce et horrible, il y a quand même un peu de marge et donc c'est aussi d'aller désancrer ces trucs-là et d'aller les retravailler en profondeur. Bien sûr, c'est intéressant, tout cet aspect sur le mental qu'on aborde et c'est tellement sous-estimé l'impact que ça a. À titre personnel, mon marathon, je pense l'avoir un petit peu gâché, sur ce point-là parce que à chaque entraînement, je n'avais pas envie d'y aller. C'est plus ou moins normal, mais heu, surtout pendant, l'entraînement, je ne prenais aucun plaisir. J'avais juste envie de rentrer à la maison et bon, il y a un certain degré, évidemment, on n'a pas toujours envie. Mais quand on n'a jamais envie, c'est peut-être que notre relation avec, la chose est mauvaise et que, il faut plutôt changer la relation avec, heu, la la contrainte qu'on se pose. Surtout si on n'a pas d'impact sur celle-ci, en l'occurrence le froid, on ne peut pas maîtriser. Donc c'est plutôt notre, rapport avec celle-ci, qu'il faut modifier. Là, tu pousses à un sujet, je ne sais pas si tu voulais ouvrir sa pote, mais c'est la place du plaisir. Mmh. Il y en a beaucoup quand on parle de la traversée, c'est sûr, enfin, pour le commun des mortels, pour ma mère quand je lui expliquais, pour toute personne autour de moi, mais même quand je dis que je vais faire un combat de boxe, en fait, les gens autour de moi ont peur et te projettent leur propre peur personnelle. Le je pense que le plus gros moteur qui est sous-estimé et tu vas me dire que c'est cheesy ce que je dis, mais pour moi, l'un des plus gros moteurs de performance est l'amour. L'amour sous toutes ses formes. C'est pas Je parle pas, d'amour hollywoodienne, je parle d'amour au sens de d'apprendre à aimer un process, d'apprendre à aimer l'équipe qui m'entoure, d'apprendre à aimer le froid, d'apprendre à passer du temps à, même si c'est douloureux, à apprécier et à aimer chaque chose et te dire que sur les 1 300 kilomètres d'entraînement, en gros, pour à peu près t'expliquer, j'ai passé plus de 15 jours dans l'eau sur une année et l'enjeu, est-ce que j'ai aimé tous les entraînements? La réponse est strictement non. Est-ce que j'avais ne pas envie d'y aller? Mais le je connais pas de sportive et je travaille avec des sportifs d'ultra haut niveau. Je n'en connais pas qui m'ont dit: «Mais j'ai aimé tous mes entraînements». Par contre, il y a des mécanismes à mettre en place pour le faire, mais pour ça, tu as intérêt d'avoir un pourquoi et un truc profond qui donne envie d'y aller. Et je reviens à la notion de plaisir. Moi, j'avais quand même un plaisir assez fou. C'est que il y a un truc qui est sous-estimé dans le froid. Ça n'est pas qu'un truc d'instagrammeurs qui ont décidé d'impressionner leurs potes. Le froid, c'est un élément auquel tu ne peux pas mentir. Bien sûr que quand tu as envie d'impressionner tes potes dans un bain glacé, tu le fais une fois, tout le monde va te voir, ils vont te filmer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième fois où tu vas y aller. Quand il y a personne qui te regarde, quand ton entraînement demande un travail de répétition quotidienne, si tu n'as pas des leviers d'amour et de plaisir, je te garantis que ça ne marchera pas. Et il y en a pour qui c'est le process. Et pour moi, par exemple, me mettre dans l'eau glacée ou dans l'eau froide, je déteste ça quand je rentre dedans. Mais par contre, je suis amoureux de ce que ça me fait physiologiquement quand j'en sors. Ça, c'est un état de shoot. Tu vois, je ne bois plus, je ne fume plus depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai testé plein de trucs divers et variés dans lesquels on ne rentrera pas dans le détail par respect pour ma mère. Mais le froid est une pression enfin, et comment ça dire? Un liquide externe qui va venir, qui est un révélateur que je trouve assez incroyable et qui va te mettre dans des états modifiés qui sont assez incroyables. Et au niveau dans lequel j'étais, hem, notamment moi, je suis un amoureux des eaux froides. Ça veut dire que, nager en eau glacée, je peux le faire. J'ai fait de la nage en kilomètres en eau glacée, en restant plus de 20 minutes dans de l'eau à 2 degrés. C'est pas mon délire. Mais moi, mon délire, c'était plutôt dans les eaux à 9 10 degrés.
C'est-à-dire qu'on est dans des eaux suffisamment froides pour que le corps se mette on est en hypothermie quoi qu'il arrive, mais on est en hypothermie. Le corps se met dans un espèce d'état d'éveil extrêmement animal et donc tu ne penses pas à ton cours de l'après-midi, tu ne penses moi je pensais pas à mon coaching de l'après-midi, je ne pensais pas au développement de ma boîte. Tu ne peux pas être plus que là, que dans l'instant présent. Mais quand tu commences à maîtriser dans l'autre sens, et bah, tu arrives à garder une forme de conscience que tu es pleinement là, présent, sans être dans un état modifié. Et donc ça moi, c'est ce que j'adorais, c'est que j'étais dans une espèce d'impression, d'être un peu béni des dieux, d'être dans un endroit où peu de personnes sont capables d'aller et d'avoir un corps qui va aller réagir, de manière extrême et que tu sens toutes les cellules de ton corps. Et bah, moi, c'était une forme d'amour. Une forme d'amour pour plus grand que moi, une forme d'amour pour l'équipe qui m'accompagnait à ce moment donné-là, qui faisait ma sécurité. Enfin sécurité, tout était relatif, mais c'était vraiment pour moi, c'est vraiment un des plus gros leviers de performance pour y aller de manière récurrente. On va revenir un petit peu sur le pourquoi qui est fondamental pour faire ce genre de défi. La question est sûrement la plus complexe. Comment avoir un pourquoi? Donc tu veux savoir comment définir ton pourquoi? Voilà. OK. Moi, j'aimerais être très clair comme question. Je voudrais démonter le premier truc, c'est que le pourquoi monolithique n'existe pas. Le j'ai un pourquoi, de pourquoi je me suis réincarné sur cette terre, de pourquoi j'ai décidé de faire ça de manière extrêmement monolithique n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un truc protéiforme dans lequel c'est important d'aller se poser profondément la question. Tu me permets de te montrer comment faire? OK. Bah, Gauthier, c'est ton tour. Pourquoi tu as décidé de faire un marathon? Pourquoi j'ai décidé de faire un marathon? En fait, j'aime me lancer des défis pour me donner plus confiance en moi, Reste là. Pourquoi t'aimes te lancer des défis? pour ma confiance en moi, pour me montrer que je OK. suis capable de faire des choses que les autres n'ont pas la capacité de faire. Ah, donc pourquoi tu veux réaliser des choses que les autres n'ont pas la capacité de faire? C'est une question compliquée. Pas si compliqué que ça. Pourquoi je veux faire ça? Je sais pas, c'est peut-être un mécanisme, psychologique, d'envie de supériorité, je Ah, j'allais dire, là, c'est le médecin qui commençait à me parler et puis tu retourné dans tes cours de psychologie. Répète ce que tu viens de dire? une envie de supériorité? Ouais, OK, et pourquoi tu as envie de te sentir supérieur? Peut-être toi qui vas vouloir couper cette séquence. Non, je Pourquoi tu as envie d'être supérieur? Pourquoi tu as envie je vais même un peu pousser le truc, pourquoi tu as envie de te sentir supérieur? Il y a une différence entre être supérieur et de se sentir supérieur, mais c'est un sentiment de vouloir se sentir supérieur. pour contrôler mon environnement, OK. Donc tu as une envie de contrôle. oui. OK. Et pourquoi tu as une envie de contrôle? J'ai peur de pas contrôler. OK. OK, Donc ça, c'est une de tes craintes. d'accord. Là, on vient de redescendre sur un de tes pourquoi, qui dans mon jargon s'appelle, même pas obligatoirement, mais c'est un dark pattern ou au moins c'est un pourquoi plus ou moins avouable et on a tous là, tu m'en as cité une, deux, trois. Tu m'as cité 3 pourquoi. Sur les 2 premières questions, tu m'as répondu de manière normale parce que tu as l'habitude de répondre, parce que tu sais pourquoi, parce que mais quand on commence vraiment à descendre, en fait, on a souvent des trucs un peu plus égoïstes qui existent et qui nous permettent, bah, soit de, se retrouver, de s'essentialiser, de toucher à plus grand que soi, d'aller en fait, il y a pas un pourquoi monolithique que tu peux répéter à tout le monde. Mmh. L'important, il est de savoir quand est-ce que tu vas évoquer ou invoquer plutôt ton pourquoi dans des moments donnés plus ou moins difficiles. Moi, mon pourquoi, c'est parce que je voulais sentir
quelque chose d'extraordinaire. Je voulais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Mon deuxième pourquoi, c'était, foncièrement de le partager avec toutes les personnes qui gravitaient autour de moi à cette époque. Quand je dis toutes les personnes, j'ai partagé avec peu de personnes, mais c'était de faire un véritable partage avec eux. Mon autre pourquoi, c'est que je me suis toujours senti médiocre dans la vie et que je voulais aller toucher la lumière. Et le dernier, j'ai donné une conférence il y a peu de temps pour une association d'un de mes amis qui s'appelle l'association Cassandra, qui promeut le don de vie et que je me suis promis que le jour où, je pouvais donner de l'action ou au moins de la reconnaissance à son association, je le ferai. Ça en fait déjà 4. Ouais, ça fait beaucoup de pourquoi. À chaque fois, faut essayer de chercher la racine des choses. Complètement. Et là, ce que je viens de te faire, c'est la technique du 5 pourquoi, c'est que paf, tu redescends. Pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu veux faire ça? Comme un enfant de 5 ans qui veut comprendre et pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu veux faire ça? Bah aussi, c'est pour aller voir ta capacité à contrôler l'environnement. Long story short, sur la traversée de la Manche, tu contrôles pas vraiment ton environnement. Mais il y a plein de choses qui sont intéressantes quand tu commences à aller vraiment en profondeur et pas juste sur le vernis de surface. Voici une des manières de comprendre pourquoi. Et je trouve je suis vraiment fan, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas envie de devenir psychologue, mais je me suis passionné, pour la psychologie de manière générale et je ne rentrerai pas dans ce détail-là parce que c'est une brique, qui n'est pas moi. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes quand on commence à creuser la psychologie, c'est la logothérapie. C'est-à-dire que c'est sa capacité aussi, souvent, au-delà du pourquoi purement personnel, c'est d'aller se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Et il y a des moments pour l'invoquer. Il y a des moments pour invoquer ce genre de choses et moi, j'ai vécu, par exemple, dans mon entraînement, des moments donnés qui étaient, ouais, bénis des dieux. Et même si je m'avoue pas ça à ce moment donné-là, bah, l'un de mes pourquoi, c'était aussi de vivre une aventure et une histoire extraordinaire qui était de plus loin que l'entendement de l'être humain. Il y en a qui diront que c'est l'inverse, mais moi, en tout cas, c'est l'histoire que je me raconte par rapport à ça. Et c'est ça le plus important. Et c'est surtout d'être au clair. Et c'est aussi surtout d'être au clair, des choses qui sont un peu moins avouables. Et moi, par exemple, j'ai des clients qui ont décidé d'entreprendre à très haut niveau parce qu'un jour, leurs profs, de sixième lui ont dit que c'était, la pire, espèce de qu'elle ait rencontrée dans sa carrière et qu'il ne ferait rien de sa vie. T'imagines que cette prof doit surtout ne pas se rappeler de ce qu'elle lui a dit, et que si un jour il va devant, son lycée comme tous, les espèces de youtubeurs chelous qui décident d'y aller avec, leur Lamborghini pour montrer qu'ils ont réussi, si c'est ça réussir sa vie, selon eux, c'est qu'ils ont tout faux. Cependant, ça fait aussi partie du pourquoi. Que Est-ce qu'il tu y juges a ça futile ou que tu juges ça, tu vois, d'une manière, grandiloquente et grandiose. Est-ce que tu estimes qu'une fois qu'on a notre pourquoi, on est capable de tout? Est-ce que, par exemple, la traversée de la Manche, si notre pourquoi est au fondement de ce défi, est-ce que c'est réalisable par tout le monde? Comme tu l'as dit dans ta question, c'est si c'est le défi qui te va. Le Moi, je pense pas que on peut tout faire dans la vie. Je pense qu'on a des qualités, on a développé des choses qui sont innées et après, on a de l'acquis à aller développer et je pense que c'est la plus belle chose du monde, mais c'est de comprendre ces différents innés. Et la deuxième chose, c'est d'aller développer des acquis et de poser l'échelle sur le bon mur. Je vois et j'ai la chance même de côtoyer certaines personnes qui sont allées à des niveaux extrêmement élevés, à très, très haut niveau,
mais qui ont même pas qui sont arrivés là par travail, par puissance, mais c'est pas ce qu'ils voulaient faire et avoir de l'ambition, c'est une chose, mais d'abord, je pense qu'il faut avoir l'ambition d'essayer, notamment, à des âges, beaucoup plus jeunes, d'essayer plein de choses pour commencer à essayer d'aller comprendre où est-ce qu'on a envie de poser notre échelle et donc par la métaphore de l'échelle, ah oui, avec un pourquoi fondamental, oui, ça m'a permis de ne pas faire partie des 87 de personnes qui n'ont pas réussi la traversée de la Manche. Mais ça n'est pas que ça, j'ai eu de la chance aussi. J'ai étudié le modèle comme personne, je l'ai étudié comme un entrepreneur. Enfin, il y a plein de ce que j'ai utilisé mes skills pour le faire. J'ai utilisé ce qui me faisait kiffer. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais que je sais que ça ne vaut pas la peine que j'y mette du temps et de l'intensité parce que c'est juste par un espèce de jeu d'ego, qui en fait ne m'apportera strictement rien. Et Mmh. ça, c'est un vrai sujet, c'est de prendre vraiment le temps, de pouvoir aller savoir où est-ce que tu veux poser ton échelle pour aller performer à très haut niveau. Bien sûr, et ça passe aussi par l'expérience, de voir si des Bien choses sûr. nous conviennent ou pas, et ces pourquoi peuvent évoluer avec le temps en fonction de ce qu'on vit et de si, les expériences qu'on a nous satisfassent Ouais, ou, au contraire, nous dégoûtent d'un domaine. complètement. Pour revenir un peu sur la préparation de la manche, il y a un truc que je trouve compliqué, surtout dans notre monde actuel où, l'image a une grande importance, c'est la prise de poids que tu as dû, réaliser pour faire cette traversée dans de bonnes conditions. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu l'as mise en place? Pareil, au niveau du risque de développer, par exemple, des troubles du comportement alimentaire, parce que tu devais peut-être te suralimenter, je ne sais pas, si ça a été compliqué pour toi ou pas? Comment est-ce que tu l'as vécu sur ce plan-là? Une des choses, qui a fait venir, mon préparateur, notamment sur la partie nutrition dans l'équipe, c'est que, comme j'étais, végétarien à l'époque, il m'a dit qu'il pensait que c'était impossible de le faire et de prendre du poids et de se développer. Bon, il s'avère qu'il a eu tort, mais il fait toujours partie de l'équipe et c'était très drôle parce que j'étais sa boîte de pétri. Il pouvait aller tester, il pouvait aller comprendre. Hem, enfin, je vais te faire une réponse de coach. C'est quoi ton prix à payer dans l'histoire? Je pense qu'on a, heu et ça tu pourras, je pense le dire, on a beaucoup trop starifié des corps d'hommes, hem, taillés à la serpe, comme des statues grecques, en expliquant aux gens, et moi le premier et aux hommes, parce que je vais parler de ce que je connais, bah, de nous expliquer que c'était ça la bonne santé. Mais, manger du riz d'Inde toute la journée et respect, hein, franchement, il faut être un ascète et il faut être un contrôlant. Enfin, c'est incroyable ce que beaucoup de certains de ces hommes sont capables de faire et je ne remettrai pas en question cette partie-là, mais on nous a trop envoyé l'image que c'est ça la bonne santé et donc le premier sujet, il est celui-ci et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est une question d'image de soi. Et moi, mon truc pour réaliser la traversée de la Manche, c'est prendre du poids pour faire ce dont pourquoi la Grèce est faite, isolée. Donc, bah, quand tu veux te tailler à la serpe, il faut être en «déficit calorique» entre guillemets et développer du muscle et bah, dans l'autre sens, moi, il faut que je développe de la graisse et du muscle. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte mon niveau calorique très, très haut. Bah, je vais pas te le faire en 1000, hein, tu calcules pas trop tes calories et moi j'ai bouffé beaucoup de comté, tu vois? Le comté a été mon meilleur ami pendant ce moment, pendant ce temps-là, même si c'était pas mis au service de mes capacités sportives et j'adore raconter cette histoire parce que, si tu tapes sur internet et que tu tapes mon nom, Gregor Osbolt, la première chose que tu vois, la troisième photo sur Google. Heureusement, maintenant, c'est plus la première, mais la troisième photo sur Google, c'est une photo de moi avec mon slip de bain le plus horrible du monde et avec un truc, mais où je suis, mais dégueulasse, mais dégueulasse.
et je suis entrepreneur, c'est vrai que c'est un sujet auquel j'ai pas parlé, ça fait 13 ans que j'entreprends et donc j'ai eu l'opportunité de travailler beaucoup avec la presse pendant pas mal de temps et le problème de la presse, à chaque fois que je faisais un magazine ou un truc, c'est très rare, très, très rare, mais j'ai des contre-exemples, mais c'est très, très rare que on exprime ce que je voulais dire à ce moment donné-là ou avec les mots ou avec les phrasés et bah, pas cette fois. Il y a un mec, que j'étais à Lyon à l'époque, il y a un canard à Lyon qui s'appelle Le Progrès, c'est plus qu'un canard, c'est un journal qui est extrêmement connu et ce jour-là, il y a un journaliste qui vient me voir et c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en plein mois de février-mars et l'eau était aux alentours de 9 à 10 degrés. Je fais mon entraînement et le journaliste arrive et là, on se pose avec le journaliste, je lui explique pourquoi je fais la traversée, pourquoi c'est important, je lui parle de l'association, c'est trop bien. Il me dit: «Dans 3 jours, tu vas voir, il va y avoir une double page, ça va être trop bien» et c'est vrai. 3 jours plus tard, il y avait une double page. Quand je vais chez mon marchand de journaux, je sais que ça fait bizarre de dire ça, ça fait un peu boomer, mais quand je vais chez mon marchand de journaux, je vais acheter le journal parce que je veux le donner à ma mère, je vais en garder un. Je crois que d'ailleurs qu'il est encore pas très loin ici et j'ouvre la double page, je commence à lire. Incroyable. Il explique exactement ce que je lui ai dit. Vraiment, il parle du projet, il parle de la cagnotte, il parle de la sauce, c'est trop cool. Et en plein milieu, il y a la photo, je j'ouvre la page, je commence à lire, je regarde la photo et je me fais: «Putain, je suis vraiment mais dégueulasse et immonde» et j'avais fait une vanne à ce journaliste et qu'il a repris d'une certaine manière et il y a marqué: «Grégor, 1 m 90, 97 kilos, n'a pas le physique d'un homme qui nage plus de 14 heures par semaine». C'est moi qui ai fait cette vanne, mais sauf que quand j'ouvre le journal et ben je me prends une grosse claque et que ça commence à tourner dans ma tête et que je me regarde et que je me suis senti jamais senti aussi moche, jamais aussi senti aussi peu puissant. Je me suis jamais senti alors que physiquement, je suis en excellente santé et je suis en excellente santé pour continuer ma préparation de la traversée de la Manche. Sauf que pendant 2 semaines, je commence à vouloir moins aller à l'entraînement. Je commence à me raconter des histoires que je suis vraiment dégueulasse. Je commence à me dire que je suis moins désirable. Je commence à me dire que ça me va pas du tout. Parce que c'est vrai. Tu regardes la photo, franchement, en plus elle est prise en contre-plongée bas, donc il y a rien de plus dégueulasse. Et mon coach de natation, Mathieu, si tu m'entends, me fait un coaching que je trouve assez incroyable. Il me regarde, il fait: «Je sais pourquoi tu galères parce que c'est depuis le journal, ça se voit, je le sens, il y a un truc qui va pas, il faut qu'on se parle». Je lui explique un petit peu le truc de l'image et tout. Il me dit: «D'ailleurs, j'ai qu'une question à te poser dans l'histoire. Combien de personnes en France sont capables de faire l'entraînement que tu viens de faire? Je viens de passer plus d'1 h 40 en slip de bain dans une eau à 10 degrés. Bah, je lui dis: «On je sais pas, on doit être, moins d'une cinquantaine». Il me fait: «OK». Donc et il me dit: «Est-ce que l'entraînement que tu viens de faire là, à l'instant» il m'a dit: «Je te promettais qu'on faisait qu'une question. Est-ce que l'entraînement qu'on vient de faire à l'instant est mis au service du développement de ta traversée de la Manche?» La réponse est oui. Et moi, elle fait: «Alors, je vois pas pourquoi tu es en train de brailler sur le fait que tu es en train de te pourrir l'image de toi. C'est ton prix à payer, que tu le veuilles ou non. Tu le savais, tu as étudié le modèle, tu sais que ça allait t'arriver. Tu ne peux pas tu ne peux pas si je le faisais avec 10 de masse grasse, ça serait compliqué. Et donc, j'ai dû changer mon rapport à mon corps et en fait, changer la distorsion que j'avais entre ce qu'était par rapport à un objectif classique et un objectif extraordinaire qui sortait de l'ordinaire. Donc, j'ai dû mettre en place des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et oui, c'est sûr que j'étais pas taillé. Par contre, physiquement, j'étais un monstre et j'étais un monstre de gras.
mais pas de gras pur, mais un monstre de muscles et de gras, exprès, juste pour faire ce truc-là. Et ça s'appelle l'image de soi. C'est que à un moment donné, c'est qu'on a tendance à distordre très rapidement ce qu'on pense être, ce qu'on croit être, mais par rapport à ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire. Et là, pour le coup, bah, pour sujet extraordinaire et réussite extraordinaire, bah, il faut un corps extra-ordinaire. Certes, moins agréable à l'œil si tu es fan d'Arnold Schwarzenegger. Illustre bien cette notion que quand on se lance un défi, il faut bien avoir en tête donc les bénéfices, mais aussi poser le pour et contre. On ne peut pas tout avoir dans la vie, donc forcément, il va y avoir des choses qui ne nous plaisent pas et qu'il faut accepter en fonction des bénéfices qu'on en tire. Euh, Prix à payer. pour voilà, les prix à payer. Pour la traversée, est-ce que pendant la traversée, tu as eu des peurs particulières? Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles? Hmm. La réponse est non. Mais la réponse, c'est que les peurs, je les ai déjà vécues avant. Et donc on a plein de peurs qui peuvent venir. Moi, les peurs, il y en a 2. La première, c'est que j'avais peur des bouées, pour une raison très simple, c'est que, j'avais fait un espèce d'ancrage, assez fort et puissant sur, Les Dents de la Mer et sur le fait que, tu est-ce que tu as déjà vu le film des Dents de la Mer ou pas? J'ai vu des extraits, mais je l'ai pas vu en entier. Tu as vu des extraits? Mais si je te fais la musique qui fait tin Oui, oui, ça, je la connais. ouais, mais comment? Tu n'as pas vu le film, comment tu connais? Pour moi, c'est un mystère que j'aimerais qu'on règle parce que je ne comprends pas pourquoi ta génération connaît cette musique. Elle a flingué, elle a flingué les 4 générations qui sont là. Parce que et ça a créé une espèce de peur du requin. Moi, j'ai pas peur du requin parce que je suis allé nager, dans des endroits où il y avait des grands blancs, mon rêve d'ailleurs est d'aller nager avec des grands blancs et des orques. C'est un nouveau délire que je vais faire un de ces 4, mais le, j'ai peur des bouées parce que, en fait, dans le film, s'il y a une bouée qui est présente, ça veut dire qu'il y a un requin et un squale de 6 mètres. Et ça m'est arrivé de taper des peurs qui n'existent pas dans des lacs parce que j'allais proche de bouées. Dans des lacs. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à te lancer des sujets comme celui-ci, c'est vraiment d'aller regarder en profondeur les peurs, on va dire, classiques et celles dont on qui sont, un peu moins avouables ou dont on n'a pas l'impression qu'elles pourraient nous freiner, mais qui peuvent être dangereuses pour le projet que tu es en train de faire. Donc, je suis allé voir des peurs très irrationnelles comme celle de ma peur des bouées et après, j'ai traité ma peur de nager dans le noir. J'ai traité, cette peur, du fait de me faire piquer par des méduses de manière extrêmement violente, très simplement en me faisant piquer. J'ai réglé ma peur des bouées, très simplement en utilisant une technique qui s'appelle l'Emotional Freedom Technique qui s'appelle l'EFT, qui est une technique de tapping, qui permet en fait de travailler, sur des méridiens, et vraiment de pouvoir aider à faire redescendre, la peur de manière générale et ensuite derrière, je suis allé côtoyer des bouées et je suis allé regarder ce qui allait se passer et ce qui se faisait en dessous. La la moi, je crois que la qualité de ta vie et la qualité de la réussite d'un projet est un train, enfin, est inversement proportionnelle à ta capacité à t'asseoir avec cette peur. D'accord. Donc, Et d'aller s'y mettre en face et d'aller jouer avec. tu as mentionné tout à l'heure que ton équipe t'apportait une sécurité, mais que la sécurité était relative. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de ça et pourquoi ça ne s'est pas retranscrit en peur sur le moment même? Quand j'avais une règle du jeu, quand j'allais nager dans des eaux en dessous de 10 degrés, je devais avoir un sparring partner, un kayak, qui me faisait ma sécurité. Mais ne nous mentons pas, mon coach fait 70 kilos. Il est sur un kayak, j'en fais 100. Heu, explique-moi comment tu me remontes sur le kayak, explique-moi comment tu me ramènes, enfin explique-moi quoi. Donc oui, ça s'appelle une sécurité relative. Mhm. Donc le truc, c'est que
tu n'imagines pas comme ton corps peut s'adapter beaucoup plus vite que tu le penses et tu n'imagines pas aussi le fait que dans ce truc-là, pour le contrôlant que tu es, c'est un calvaire parce que le problème, du froid, c'est que tu ne te rends pas compte de l'hypothermie et donc quand toi, tu penses que tu es pas embrouillé, mais que ton coach ou que la personne qui t'accompagne te pose une question et te rend compte que tu commences à t'embrouiller, il y a que lui qui peut prendre la décision. C'est comme un boxeur qui a envie d'aller au combat, mais il est tellement amoché qu'il n'a plus de lucidité. Et donc, quand je dis ça, il y a une deuxième sécurité qui est la sécurité de la lucidité. Et donc, on a monté des protocoles dans nos têtes et en conversant avec mon coach. C'est la seule personne qui avait le droit de me faire arrêter la traversée avec l'officiel, mais c'est la seule personne qui avait le droit de m'arrêter parce qu'il savait et il connaissait tous mes états hypothermiques possibles et imaginables. Et donc, ça veut dire que tu as un espèce de lâcher prise qui est assez intéressant à ce moment donné-là, c'est que tu n'es plus le seul garant de ta sécurité et lui va avoir une tendance à la sécurité beaucoup plus forte que la tienne. Parce qu'il veut pas avoir un, euh, ma mort sur la conscience et deux, ma mère sur sa conscience. Bien sûr, surtout que comme tu l'as mentionné, quand on est dans l'eau, l'hypothermie, on la ressent pas forcément. On est un peu dans un état modifié de conscience, donc on va pas se rendre compte des véritables choses qui sont en train de se passer. Qu'est-ce que tu changerais après toute cette préparation et ce défi pour le rendre encore meilleur, si possible? Impossible à répondre quand tu le réussis. Impossible à répondre. En fait, je peux te dire, j'ai trouvé une recette. Euh, le seul truc que je ferais un peu différemment, mais en fait, avec le recul, non, mais quand même, c'est de préparer la suite. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de l'heure et demie que tu passes tous les jours dans l'eau, minimum, quand tu as réussi le Graal ultime. Je comprends les sportifs de très haut niveau, je comprends les entrepreneurs quand ils ont réussi à leur objectif. Je comprends ce vide intersidéral qui existe. Euh, et comme je comprends cette course à l'échalote de vouloir en faire plus. Mais la question, est-ce que cette course à l'échalote vaut le fait, enfin, est une continuité de là où tu as posé ton échelle? C'est ça la question qu'il faut se poser derrière. Donc, c'est une préparation plus grande là-dessus. Et même pas, tu sais, moi j'ai mis 8 mois avant d'accepter et de me donner l'autorisation d'avoir un bateau. Pour te dire, euh, 3 semaines avant la traversée, il y a un des champions du monde du 25 km de natation qui s'est pété les dents sur la traversée, qui n'a pas réussi la traversée. Champion du monde du 25 km, c'est son métier. Euh, le mec, est, pour l'avoir vu nager ou pour avoir été son sparring de nage, on fait pas le même sport, on n'avance pas aux mêmes vitesses. Et le seul truc que je me dirais en plus, c'est fais confiance au process que tu as décidé de monter toi-même. Parce que tu peux très vite te comparer face à quelqu'un qui fait ça tout le temps, mais en fait, on fait pas le même sport, on fait pas la même chose, et donc c'est focalise-toi dans ta ligne de nage. Parce que très vite, tu peux très vite regarder à gauche, à droite, changer ton échelle d'endroit parce que tu as vu quelqu'un et que ça défaille, mais que tu aimerais bien le mettre à ton tableau de chasse, ou tu te retrouves dans un système qui n'est pas le tien. Donc, quand tu as un truc et que tu le sens dans tes tripes, arrête de regarder autour. Va juste parler aux gens qui ont 2 ans d'avance sur toi. Ça veut dire qu'ils l'ont soit déjà fait, ou qui ont fait tout ou partie de ce que tu veux faire. Récupère ce qu'il y a à récupérer, implémente ce que tu trouves intéressant, dégage tout le reste, et remets-toi dans ta ligne de nage et va nager. C'est peut-être, tu vois, le seul petit détail que je changerais, où j'ai mis un peu de temps avant d'accepter, mais c'était mon chemin. Donc, voilà, la le faire attention à la suite et de plus me concentrer sur ma ligne de nage. Est-ce que tu as eu dès le jour 1 la confiance suffisante pour te dire que tu allais réussir ce défi? Autrement dit, comment débuter un tel défi sportif sans être sûr que l'on va le réussir à la fin? J'ai pris la décision de traverser la Manche. D'ailleurs, c'était pendant,
pendant un bout de Saint-Jacques-de-Compostelle que je faisais à ce moment donné-là, quand j'ai pris la décision, euh, j'ai mis 1 an et demi d'entraînement. Mais du jour 1, pendant les 8 premiers mois d'entraînement, je ne me sentais pas légitime d'avoir un bateau. J'ai mis 8 mois avant d'accepter Hmm. que je me donnais l'autorisation d'aller le faire et d'aller le réaliser. C'était entre moi et moi-même. C'était entre personne d'autre. C'était juste entre moi et moi-même. Et donc, j'ai dû travailler mon mental et il n'y a pas de secret. Je suis allé nager tous les jours. Je me suis mis dans le froid tous les jours. La confiance se gagne et se développe, est interdépendant à l'action. Si tu attends, et si j'attends de me dire que je suis totalement et que je me donne l'autorisation d'avoir un bateau, je suis mort, ça ne marche pas. Et que si à un moment donné, par effet cumulé, et au bout des 8 mois, je me dis toujours la même chose, c'est qu'il y a un problème. C'est juste que c'est tellement interdépendant qu'il faut quand même y aller, mais si tu le sens dans tes tripes, même si tu ne connais pas le comment, et que tu sens qu'il y a un truc à faire, et que c'est ça qui va te permettre d'aller développer ta confiance qui va derrière. Et c'est pas parce que tu te dis que c'est pas possible pour le moment que tu peux pas commencer à aller voir ce narratif où tu sens que c'est pas possible et à le travailler. Est-ce un moteur intéressant de regarder ce que les autres font, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir se comparer et se lancer ce type de défi? C'est ça, moi, qui me paraît fou, c'est qu'on est bombardé, on est constamment bombardé d'anomalies. On passe notre vie à être bombardé d'anomalies. C'est, et c'est ça que je trouve assez effarant, c'est que la plupart des anomalies qu'on regarde, euh, prenons des gens qui jouent du piano. Quand tu vas écouter quelqu'un qui fait du piano, t'écoutes pas le mec qui est dans la salle juste en bas de chez moi. Enfin, tu t'en fous. Tu vas aller écouter Lang Lang qui est à plus de centaines, des centaines, et des centaines, et des centaines d'heures depuis l'âge de 4 ans à jouer de l'instrument et qui a une maîtrise totale et fondamentale. Sauf que toi, tu vas avoir que 2 minutes. Sauf que moi, si je suis en bas en train de jouer au piano et que j'écoute Lang Lang, bah, je vais me retrouver dans une situation où je vais me sentir inférieur. Et les réseaux sociaux nous bombardent d'anomalies. Mais j'en suis sûr que je suis une anomalie pour plein de gens maintenant, hein, je n'en doute pas une seule seconde. Mais c'est, mais c'est facile à un moment donné, c'est là où il faut faire très attention. Il faut choisir attentivement tes anomalies. Et il faut les regarder qu'à certains moments. Parce que très vite, ça peut te faire dérailler. Et que tu te retrouves à te dire: «Ça n'est pas possible, ça ne marche pas». Ouais, j'ai des potes entrepreneurs qui ont 23 ans et qui ont des réussites, mais qui sont mais insolentes, insolentes. Mais c'est un parmi des centaines de milliers. Et j'ai croisé des entrepreneurs qui ont 50 balais et qui ont mis 20 ans pour arriver au niveau de ces personnes-là à la vingtaine. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que de se comparer notre soi actuel à un soi désiré anomalique, bah, c'est là où ça crée des complications, de la frustration. Et si tu restes dans de la frustration de manière quasi constante, bah, ça devient complexe derrière. Merci Grégor. Alors, comme on le sait, tu proposes des coachings, que ce soit d'entrepreneurs ou de grands sportifs. Et puis, tu as même pu nous montrer sur mon exemple comment est-ce que tu pouvais procéder. Comment nos auditeurs peuvent te retrouver pour pouvoir bénéficier de ton aide? Hem, sur LinkedIn, tu tapes Gregor Oswald sur LinkedIn et tu vas me trouver sur Instagram. Pareil, Gregor Oswald, où là, je commence de plus en plus à partager ce que j'ai glané et ce que j'ai appris au fil de l'eau. Et que ça soit sur la partie purement professionnelle, parce que là, on a parlé de traverser de la Manche, hein. Mais j'étais maçon, je suis un pur produit de mon époque. J'ai monté pas mal de projets entrepreneuriaux et donc je vais aller expliquer un peu tout ce parcours là jusqu'à aller coacher du top niveau.
mais de toutes les questions métaphysiques que je me suis posées par rapport à ça, toutes les lectures, tout l'apprentissage, et il y a un cheat code qui est assez incroyable. C'est pas les PDF, c'est pas les hacks des gens que tu as autour de toi, c'est pas tous ces trucs-là. Le cheat code le plus incroyable, c'est ça. La lecture. C'est la lecture, la compréhension de ton environnement avec un tout petit peu de réseaux sociaux. C'est le plus grand cheat code du monde. C'est le plus grand cheat code du monde. Si tu veux t'en sortir, et notamment encore plus à l'ère de l'IA aujourd'hui, il est celui-ci. Et donc, c'est d'aller apprendre le plus possible sur des sujets qui nous plaisent vraiment et de prendre du temps pour le faire. Et c'est ce que j'essaye de partager sur mes réseaux. Merci beaucoup à Grégor pour ce coaching personnel en quelque sorte que j'ai vécu pendant cet épisode. J'espère que par procuration, tu auras également ressenti la force de trouver son pourquoi avant de se poser des objectifs sportifs notamment. Pour ma part, comme tu dois le savoir, je suis actuellement en train de préparer l'île Ardelot à vélo. Rien d'infrontable en termes de distance, mais c'est un défi de vitesse pour moi et c'est une première. Je t'invite également à te lancer des défis, que ce soit sportif, que ce soit professionnel ou même familial. C'est quelque chose de très enrichissant et je pense qu'on en a tous besoin pour trouver un sens à sa propre vie. C'est aussi une partie de la santé et c'est ce pourquoi j'ai invité Grégor. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour retrouver Grégor sur les réseaux, tu peux aller dans la description de cet épisode. Tu peux également trouver nos réseaux sociaux. N'hésite pas à les soutenir, ça m'encourage à continuer les épisodes. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également faire un don pour soutenir les frais associés au podcast. Merci à toi et à bientôt.